Ce soir, on s'intéresse au cinéma ivoirien. Ça bouge au niveau du secteur, mais est-il enfin sorti de sa léthargie? On fera le tour de la question ce soir. Un dossier à suivre dans ce journal. On va aussi parler de l'Abissa. Le mardi est un jour sacré de cette fête. Vous le verrez ce jour-là, on danse à 4 h du matin. Pour l'éphéméride, on s'arrêtera ce soir sur le 16 novembre 1985. Un volcan entre en éruption en Colombie. Il s'agit du Nevado del Ruiz. L'on dénombre près de 25 000 morts. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On va donc parler cinéma, le cinéma ivoirien qui est peut-être en train de sortir de sa léthargie. Les salles de cinéma ont ouvert, elles sont de plus en plus nombreuses. L'on y constate un regain d'affluence. Les voyants sont-ils passés au vert? La réponse dans ce dossier, il porte la griffe d'Issaïo. Marie-Josée Mpek est commerciale dans une entreprise de la place. Son loisir préféré, le cinéma. Tous les week-ends, elle se donne du temps pour aller voir un film. Ce jeudi, dans une des rares salles encore existantes à Abidjan, située en zone 4, elle vit sa passion. Comme on ne peut pas tout le temps rester à la maison, il faut venir dans les salles de cinéma. Il y a aussi une logistique qui est mise en place, le son est super intéressant. À la maison, c'est vrai qu'on a des home cinéma. Mais dans la salle de cinéma, encore les sons on ressortent mieux et avec les lunettes 3D, on a l'impression de vivre le film pendant que le film passe. Comme elle, ils sont nombreux aujourd'hui, ces cinéphiles qui prennent de leur temps en semaine ou en fin de semaine pour se faire plaisir en regardant des films sur écran géant, peu importe l'origine. Parce que j'estime qu'il faut pouvoir agrémenter ces soirées ici sur Abidjan. Et justement, le cinéma, c'est une bonne façon de pouvoir se détendre, seul ou en famille. Il y a eu une mutation au niveau du cinéma, donc il y a eu le passage de l'analogique au numérique. Il faut dire quand même que c'était un peu plus cher quand même. Et puis il y a eu la piraterie, donc la pollution des CD et tout ça, qui a fait que les gens s'asseyaient à la maison pour voir le film sur un ordinateur devenu au cinéma. Des propriétaires se sont vus contraints de céder leurs salles à des religieux ou des opérateurs économiques pour d'autres activités. Aujourd'hui, les choses semblent changer. Le public commence à fréquenter à nouveau les salles. Une situation à mettre au compte de la qualité des productions. Le cinéma refait surface timidement. Mais je crois qu'avec le temps, on n'aura même plus l'envie de regarder les films dans les vidéos, mais plutôt l'ambiance du cinéma. C'est ce qu'on voudra. Les gens viennent parce que les réalisateurs font plus d'efforts maintenant et puis c'est toujours bon de venir passer un bon temps au cinéma. J'apprécie deux aspects. Les histoires qu'on raconte vont bien au-delà d'un simple aspect comique ou de l'humour initialement. Aujourd'hui, on raconte des histoires vraiment dramatiques qui suscitent l'émotion, qui demandent qu'on réfléchisse un peu, parce que dans toutes ces histoires-là, on nous laisse un peu sur notre faim, et on nous laisse avec une certaine intrigue et on demande d'imaginer la suite. Donc à ce niveau-là, il y a un pas en avant, beaucoup de réflexions donc, qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait déjà. Les Ivoiriens sont en train de revenir au cinéma, ça montre que les Ivoiriens sont en train d'accepter ce qu'on fait et ça c'est tout ce dont on a toujours rêvé, franchement. Cette attention particulière des cinéphiles met une pression supplémentaire sur les jeunes réalisateurs et producteurs de films. Au départ, on se plaignait de la qualité, mais aujourd'hui, de plus en plus, la stratégie a fini par payer parce qu'ils font sortir des films aussi qui ont des connotations qualitatives. Donc, pour nous, Ivoiriens, franchement, d'apporter notre pied à l'édifice en produisant. C'est comme ça qu'on peut apprendre. Il y a quelques petites lacunes, mais c'est un exercice, le cinéma. Il ne faut pas leur en vouloir. Nous avons tous commencé comme cela, à nous exercer à travers des courts-métrages, avec des dérapages visuels, pas thématiques. Voilà. Mais c'est un exercice permanent. Donc la perfection s'opère au fur et à mesure des productions. Mais que deviennent nos monuments du cinéma ivoirien dans cette relance du 7e art? Les anciens sont là, je pense qu'ils ont envie de travailler. Mais ils n'ont pas la mentalité physique exprimée comme dans leur jeunesse pour se battre. Moi, je me suis battu, mais là, aujourd'hui, je ne peux plus agir comme il y a 20 ans. Dans ce cas-là, je souhaite que des instruments soient mis de manière pérenne à notre disposition pour pouvoir travailler. Je crois que c'est ça. J'ai un scénario sous la main que j'ai écrit avec Akafou. C'est notre scénariste habituel qui est là.
Et demain, si l'occasion se présente, que je puisse m'exprimer, je le ferai. Le cinéma coûte cher. En guide des solutions pour le remettre sur les rails, l'État a créé l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, au NACSI. Une fois le cinéma est tourné, nous allons le mettre en boîte, prendre l'avion et aller dans d'autres pays, en Europe ou au Maroc, pour pouvoir finaliser le film. Nous devons pouvoir avoir l'expertise, les moyens de maîtriser toute la chaîne de la création cinématographique. Depuis le début de l'année, l'Office du cinéma a géré 20 dossiers, dont 7 longs métrages. Pour atteindre l'autosuffisance en matière de production et être présent sur les grands écrans, il faut 12 longs métrages dans l'année. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autour de 7 longs métrages par an. Il y a donc un gap de 5 longs métrages à combler si elle veut compter parmi les nations à travers le monde dans les prochaines années. On s'intéresse à présent à l'Abissa. Les festivités qui marquent le Nouvel An chez les Nzima Kotoko de Grand Bassam se poursuivent. Le mardi est un jour sacré de cette fête. Hier donc, dès 4 h du matin, les Nzima ont dansé à la place de l'Abissa. Cette étape est destinée notamment aux personnes d'un certain âge. Victorien Angwa nous en dit un peu plus. Le mardi est le jour sacré de l'Abissa, jour de la purification de l'Edombole à partir de 14 h 30. Mais avant, il faut respecter tout un processus. Depuis 4 heures, le quartier France est animé. Le groupe Atchenkwasi en procession retrouve sur la place de l'Abissa le tam-tam sacré ou le Dombole. Le Dombole vient donc annoncer à 4 heures au peuple que mardi est un jour sacré. À cette occasion, il faut bénir la terre et tous ceux qui viendront à 14 h 30 pour assister à la première sortie du roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Deuxième chose, il faut savoir que l'Abissa aujourd'hui suscite tellement d'intérêt que les après-midi, c'est pratiquement toute la population de Bassam, toute la population de Côte d'Ivoire, jeunes femmes qui viennent à l'Abissa. À 4 h du matin, on permet donc aux vieilles femmes, à nos parents, pères, mères, on leur demande de venir danser l'Abissa avant même que les jeunes qui sont plus valides et qui viendront à 14 h viennent danser l'Abissa. L'Abissa à 4 heures est réservé aux Nzima en particulier. Le président de l'association Abissa, Jean-Baptiste Amicha, n'a pas voulu rater l'événement. Avec lui, le président de la commission finance, Jérôme Ayua, et plusieurs Nzima ont pris part à ce que l'on pourrait assimiler à une mise en jambe en attendant la sortie du roi. Le peuple Nzima célèbre donc l'Abissa, mais que sait-on de l'histoire des Nzima Kotoko? Comment s'est fait le peuplement de Grand Bassam? Les réponses à lire dans un ouvrage, Grand Bassam, métropole médiévale des Nzima. Professeurs et chercheurs Nzima promettent d'y rétablir toute la vérité concernant ce peuple. On reste avec Victorien Angwa. L'ouvrage de 651 pages rédigé en 2 tomes. Le volume 1 résume la genèse du peuplement Nzima et le 2 retrace la culture du peuple Nzima. Un comité de rédaction composé d'éminents professeurs et chercheurs et personnalités Nzima avec le soutien des cadres dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'ouvrage a été présenté le mardi 15 novembre au Centre culturel Jean-Baptiste Moké de Grand Bassam. Beaucoup de personnes ont écrit, ont parlé des Nzima sans aller en profondeur de l'histoire des Nzima. Donc il était temps que les Nzima eux-mêmes écrivent leur histoire en faisant des recherches qui nous ont amenés dans les pays qui au début ont pris contact avec notre population pour avoir des documents qui nous permettent de
parler avec justesse l'histoire de notre peuple. Rétablir la vérité, c'est ce que confirme le chef du quartier impérial Kanga Odias, au nom de Sa Majesté Aoulaye Amotano et roi d'Enzima Kotoko. Grand Bassin patrimoine mondial de l'UNESCO ne peut être décrite par des histoires. C'est donc par une démarche scientifique et un écrit littéraire fiable que les 2 tomes ont été élaborés sur la base de documents qui datent de l'époque coloniale. La maison éditrice salue la publication de l'ouvrage qui, pour son représentant, permet de préserver l'authenticité de l'histoire des peuples, notamment celle d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Les femmes de la commune de Yopougon s'organisent en vue de leur autonomisation. Du côté du groupement foncier, une association vient de voir le jour. Sa mission est d'aider les femmes à lutter contre la pauvreté. Malika Koulibaly. L'autonomisation de la femme, une préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais pas que, elle est aussi pour les concernés et particulièrement pour les femmes de la commune de Yopougon. Réunies au sein de la FIGFC, l'association des femmes unies du groupement foncier de Yopougon. Elles ont exprimé cette préoccupation aux autorités de leur commune. Consciente de la nécessité de l'autonomisation de la femme par le biais de l'alphabétisation, d'une entraide morale et matérielle par les activités génératrices de revenus, les braves femmes nous donnent l'occasion de sensibiliser, de mobiliser et d'interpeller toutes nos sœurs à venir nous rejoindre dans le navire dénommé l'Union dans la diversité. Être unis et autonome pour prendre une part active dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est la méthode de la FIGFC. Méthode qui cadre bien avec les aspirations du premier magistrat de la commune. Gilbert Kafana Kone y voit également une contribution à la paix et la cohésion sociale. Il a promis les accompagner dans leur mission. La FIGFC a choisi la directrice de l'agence ivoirienne de la régulation des mutuelles sociales Kone Colette pour parrainer l'association. La cérémonie a vu l'investiture de la première présidente. Ce soir, pour l'éphéméride, on s'arrête sur le 16 novembre 1985. Ce jour-là, en Colombie, un volcan entre en éruption. Il s'agit du Nevado del Ruiz. L'événement a des conséquences tragiques. L'immense coulée de boue s'acharne sur Armero. La ville est engloutie avec sa population. L'éruption du volcan fit près de 25 000 morts. Âmes sensibles s'abstenir. 21 000 à 25 000 morts. 4 500 blessés, $1 milliard de pertes. L'éruption du Nevado del Ruiz, le 16 novembre 1985, à l'origine de la catastrophe d'Armero, est la deuxième éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. Ce volcan de Colombie a déversé des larves qui ont englouti partiellement la ville d'Armero à 23h30, tuant près de 25 000 personnes surprises dans leur sommeil. S'élevant à 5 390 mètres dans la cordillère des Andes en Colombie, le Nevado del Ruiz, depuis plusieurs semaines, présentait les signes de son réveil imminent, mais la population n'avait pas été évacuée. S'ajoutera au drame le cas d'une fillette, Omeira, qui, coincée au milieu des eaux, sera filmée par les médias jusqu'à sa mort 60 heures plus tard. La fillette avait 13 ans. Les images, avec d'autres encore, focaliseront l'attention du monde entier sur ce drame. Une controverse sera déclenchée et on qualifiera le gouvernement colombien d'incompétent qui n'avait rien pu faire pour prévenir la catastrophe. Selon le gouvernement, il y avait eu plusieurs tentatives d'évacuation, mais une violente tempête limitera les moyens de communication. Le Nevado del Ruiz est entré en éruption à plusieurs reprises depuis la catastrophe. Il continue de menacer jusqu'à 500 000 personnes vivant encore dans la vallée. Fin de ce journal, je vous souhaite une excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.